C'est parti, bonjour, on est en direct. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Vous êtes ingénieur, vous êtes spécialiste de l'énergie et du climat, vous présidez The Shift Project que vous avez fondé. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots l'objectif de ce think tank avant qu'on aborde les sujets qui nous concernent plus directement, à savoir ce que peuvent faire les collectivités pour l'environnement et la transition énergétique? Alors, The Shift Project est une association qui a été créée en 2010, donc qui fête sa première décennie, et qui a pour objet de militer pour la décarbonation de l'économie en essayant de s'appuyer sur des acteurs économiques qui ont un intérêt égoïste à ce que ça aille dans ce sens-là. En gros, c'est ça. D'accord. Ok, super clair. L'action climatique, il faut se rappeler quels sont les engagements qui ont été pris par la France et quelle est la situation du pays versus ces engagements aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous poser Oui, bien sûr. Alors d'abord, je vais rappeler ce qui ne dépend pas de la France, qui relève de la physique, qui est que pour que le réchauffement climatique s'arrête, il y a un préalable qui est que la quantité de CO2 dans l'atmosphère doit s'arrêter de croître, et il se trouve que le CO2 dans l'atmosphère, il est inaltérable, il est inoxydable, on va dire, il est éternel, et donc la quantité de CO2 dans l'atmosphère relève d'un simple problème de robinet. Il faut que ce qui y rentre, à cause des émissions naturelles ou humaines, ne soit pas supérieur à ce qui en sort grâce aux puits naturels ou humains. C'est ce qu'on appelle la neutralité carbone quand on arrive à ce stade. Aujourd'hui, les émissions sont très supérieures aux capacités d'absorption des puits, et pour arriver à cette neutralité, il faudra quasiment amener nos émissions à zéro, les émissions humaines. Il faut faire ça suffisamment vite pour que la température à terme ne se réchauffe pas plus de 2 degrés. C'est ça l'engagement politique qui a été pris sur Terre par les pays de la planète. Et ça veut dire en pratique des émissions qui doivent baisser de 5% par an dans le monde, tous les ans, à partir de maintenant. Alors 5%, c'est à peu près le pourcentage de baisse qu'on va avoir cette année à cause du Covid, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc ça veut dire qu'il faut un Covid supplémentaire tous les ans, si je dis les choses de façon un peu illustrée, pour arriver à cette fameuse neutralité carbone. Alors la France a pris un engagement qui est d'y arriver dans les 30 ans qui viennent, ce qui veut dire en gros réduire à néant la quantité, le parc de machines qui font fonctionner l'économie aujourd'hui et qui utilisent ce qu'on appelle des combustibles fossiles. Et on y rajoute le fait que les émissions d'origine agricole, essentiellement ce qui provient de l'épandage des engrais et du cheptel, doit également très fortement baisser dans les décennies qui viennent. D'accord. Aujourd'hui, on tient donc pas la mesure. Parce que si pour faire 5%, il faut aussi un Covid. Ah, on est très très loin. Alors, si on est sur la pente naturelle, quelle est-elle, si j'ose dire? Oui, alors habituel. Bien sûr, j'ai une blague qui consiste souvent à dire que les politiques ne comprennent rien à ce qu'ils font. Et alors j'ai envie de dire, pour une fois, heureusement que c'était le cas, parce que si les pays avaient compris ce que voulait dire l'engagement des 2 degrés, c'est-à-dire moins 5% par an, ils n'auraient jamais signé. En pratique, la grande difficulté de cette affaire, c'est que c'est très très difficile et à mon sens totalement impossible à concilier avec de la croissance économique. Donc la France a pris cet engagement de baisser ses émissions de 6 à 7% par an. En fait, c'est ça la conséquence de ce qui est dans la loi neutralité qui a été votée il y a maintenant 1 an et demi, qu'on a aussi appelé la petite loi énergie. Alors, il se trouve que dans mes casquettes, j'en ai une qui est d'appartenir au Haut Conseil pour le climat, qui est une instance qui a été mise en place par Emmanuel Macron justement pour surveiller la trajectoire d'émissions de la France. Comme vient de le rappeler le Conseil d'État dans un arrêt très récent, puisqu'il a 2 jours, aujourd'hui, la France n'est absolument pas en ligne avec les engagements qu'elle a pris. Donc, les émissions baissent beaucoup plus lentement que l'engagement que la France a pris. Nous ne sommes pas du tout aujourd'hui dans les clous pour être capable d'arriver à cette baisse des émissions qui correspond à nos engagements. Mais encore une fois, c'est parce que les politiques n'ont pas compris que c'était quelque chose qui venait frontalement prendre la façon dont la totalité de l'économie est organisée aujourd'hui. D'accord. Vous avez participé activement à la Convention citoyenne. Je ne me trompe pas, là? Je n'y ai pas participé activement. Disons que j'y ai fait un tour parce qu'on m'avait demandé d'aller y faire un exposé sur ce qu'était le Haut Conseil pour le climat. Mais enfin, je suivis d'un peu loin ou d'un peu moins loin ce qu'il faisait. Donc, j'ai un... Si la question est de me demander un avis dessus, je peux vous en donner un. Allez, donnez-le-moi, si vous voulez bien. Bien sûr. Alors, la Convention citoyenne pour le climat, donc c'est un exercice dans lequel on prend 150 Français tirés au hasard. Alors, ils ne sont pas totalement tirés au hasard parce qu'on a laissé la possibilité à ceux qui ne voulaient vraiment pas participer à l'exercice de ne pas y participer. Donc, il y a un petit biais de dépistage qui est qu'on a éliminé par construction, j'ai envie de dire, les plus rétifs dans cette histoire.
Mais enfin, donc on prend 150 Français représentatifs de la population, avec ce petit bémol, que, encore une fois, probablement que les plus hostiles ne sont pas venus. Et on leur demande un avis sur ce qu'il faut faire. Alors, ils ont travaillé 8 fois 3 jours, 3 week-ends prolongés, après avoir suivi une formation initiale où on leur exposait un peu le problème à traiter. Alors, cette formation est nécessairement partielle, parce qu'avec le temps dont ils disposent, ils ne peuvent pas tout regarder. Mais elle a été suffisamment importante pour que ces Français ordinaires se transforment en écologistes beaucoup plus écolos que les Français ordinaires. Dit autrement, ce qui est remarquable dans cette convention, ce n'est pas tant le détail des mesures qu'ils proposent, encore que là-dedans, il y a plein de trucs intéressants, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est le fait qu'après avoir compris le problème, leur vision du monde change complètement. C'est ça, à mon avis, qui est l'enseignement majeur de cette convention. Et plutôt que de discuter de est-ce que le gouvernement a tort ou raison d'accepter ou de ne pas accepter la limitation à 110 sur les autoroutes, la vraie bonne question que la presse aurait dû se poser avec la convention, c'est qu'est-ce qui fait que ces braves gens, qui étaient des gens, encore une fois, on s'occupera de ça quand on aura le temps, quand ils sont rentrés, sont tous devenus en sortie des grands militants de la cause et qu'ils n'ont pas l'intention de s'arrêter là, puisqu'ils ont fait une association pour faire perdurer leur action, etc. Donc en gros, ils ont mis le doigt dans l'engrenage, ils n'en sortiront plus. Et ça, c'est le truc vraiment intéressant de la Convention. En fait, ça montre le pouvoir majeur d'une information bien présentée et bien comprise en ce qui concerne le dossier climatique. Et aujourd'hui, malheureusement, la presse française ne fait pas son travail, comme beaucoup de presse de par le monde, parce qu'elle n'est pas encore capable de présenter l'ampleur du problème et ses implications. Et quand on prend le temps de le faire, on change un peu de vision sur ce qu'on doit faire plus tard. Okay. Ce que vous nous dites là, ce qui est intéressant, c'est de faire travailler des citoyens sur le sujet, parce qu'ils se mettent à découvrir des choses. Je le mentionne parce que pour les élus locaux qui nous écoutent là, ça peut les intéresser aussi, votre propos sur l'information éclairée des citoyens et l'engagement que ça suscite. Et puis, vous nous avez parlé en termes macro. Maintenant, venons-en aux maires, aux collectivités, aux gens qui les dirigent. C'est quoi les actions concrètes pour vous que peut faire une collectivité pour favoriser l'atteinte des engagements français ou au moins d'améliorer la situation pour ce qui la concerne? D'accord. Alors, je vais commencer par 2 professions de foi. La première, c'est qu'il y a un truc qui m'énerve beaucoup dans ce débat, c'est d'opposer les collectivités à l'État. Dit autrement, l'État est un incapable, ne fera jamais rien, donc laissez les collectivités faire, elles vont faire. C'est un discours auquel je ne souscris pas. Ce n'est pas les collectivités qui fabriquent les voitures, donc ce n'est pas elles qui vont réglementer les voitures qu'on vend. Par contre, elles font une partie de la voirie. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que chacun joue son rôle, fasse sa part, dans un contexte de coopération entre les divers échelons et non pas d'opposition entre les divers échelons. Voilà, ça, je voulais commencer par dire ça parce que il me semble que c'est très important. La deuxième chose qu'une collectivité doit faire, c'est comme tous les gens qui doivent agir sur le problème, elle doit commencer par comprendre de quoi il retourne. Or, je suis désolé de le dire, je vais être un peu irrévérencieux et peut-être que les élus locaux vont regretter que vous m'ayez invité, mais le degré de compréhension du problème au sein des élus locaux n'est pas meilleur qu'au sein des élus nationaux et n'est pas meilleur qu'au sein de n'importe qui se contente de lire le journal. Donc, il y a un gros problème aussi de compréhension fine du problème à traiter, parce que tant qu'on n'a pas compris le problème à traiter, on ne peut pas avancer. En particulier, une des choses que les élus locaux doivent comprendre, c'est qu'il n'y aura pas plus d'argent pour traiter le problème. Malheureusement, l'économie va être de plus en plus contrainte par son approvisionnement énergétique, parce qu'il y a un lien très fort entre la quantité d'énergie, c'est-à-dire la quantité de machines qui travaillent, et le résultat économique. En fait, il y a un lien direct, linéaire, proportionnel. Et comme l'avenir va être une contraction énergétique, climat ou pas climat, l'avenir va être une contraction économique, climat ou pas climat. Donc les élus locaux doivent comprendre qu'ils vont devoir gérer le problème dans un monde qui sera plutôt moins agréable que le monde passé en ce qui concerne le contexte économique. C'est capital ce que je suis en train de dire, parce que ça évite de partir dans des délires, de trucs très onéreux qui ne résolvent qu'une petite partie du problème. Et je pense notamment à la profusion d'éoliennes et de panneaux solaires qu'on est en train de voir dans notre pays et qui sont la plus magistrale illustration du fait qu'on n'a rien compris au film. Mais donc, les élus, où sont leurs domaines d'application? Dans l'organisation de la voirie, parce que ça, c'est eux, donc ils peuvent faire des endroits où on roule moins vite en voiture, réserver de la place pour les modes actifs, marche à pied, vélo. Ils peuvent se préoccuper des transports en commun quand ils sont aux échelons régionaux. Et par exemple, on pourrait très bien passer pour les transports qui sont gérés par les régions d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Ne demandez pas aux gens de tirer des trains, mais demandez-leur de transporter le maximum de monde avec le moins de CO2 possible. Et la réponse n'est pas toujours le train. C'est avoir un rapport avec la puissance publique qui est un rapport de délégation dans l'exécution, mais de centralisation dans les règles.
Donc, en gros, il faut qu'on soit un peu plus libéraux, j'ai envie de dire. Il faut qu'ils arrivent à devenir raisonnables sur l'étalement urbain. Et donc, je pense que le droit de l'urbanisme doit être fondamentalement modifié parce qu'aujourd'hui, le fait que les permis de construire soient totalement gérés par les élus locaux, ce n'est pas une solution satisfaisante. Ça pousse à l'étalement urbain partout. Il faut qu'ils s'occupent des activités économiques qu'ils accueillent sur leur territoire, parce que toutes les activités économiques ne vont pas pouvoir prospérer dans un monde à l'énergie contrainte. Donc, il faut qu'ils pensent à ça. Il faut qu'ils pensent, quand ils ont des responsabilités dans la formation, en particulier professionnelle, à la partie reconversion. Et ça, c'est quelque chose d'absolument capital. Aujourd'hui, en France, on aime bien les trucs techniques. On oublie la partie essentielle qui sont les compétences et le fait que les gens vont devoir changer de métier ou d'activité. Et là aussi, les collectivités locales peuvent s'impliquer là-dedans. Mais j'insiste sur un point qui est que la première marche de l'escalier pour tout le monde, partout et tout le temps, est de comprendre le problème à traiter. Donc, les élus locaux qui ont l'intention de faire des choses sérieuses, la première chose qu'ils doivent faire, c'est s'infliger 10 à 20 heures de formation sur la compréhension du problème. OK. Si vous étiez maire d'une ville de 20 à 25 000 habitants, vous disiez « je veux faire quelque chose pour le climat, en faveur du climat, pour diminuer les émissions de carbone ». Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous regarderiez en fait? Mais là, il y a la question des transports. Okay. Alors, la première chose que je ferais, c'est que j'essaierais de faire en sorte que la population partage l'enjeu avec moi, parce que c'est ça qui a fait bouger la Convention citoyenne, c'est que les gens partageaient une information sur le fait que le problème était important. Donc, il y a un premier sujet qui est de cet ordre-là. Donc, je payerais probablement de ma personne, ou je ferais payer des gens de leur personne pour expliquer le problème à traiter. La deuxième chose, c'est qu'en termes très concrets, dans une collectivité locale, on maîtrise la construction et l'urbanisme. Donc, il y a des choses à modifier dans ce domaine-là. On a donc les PLU et autres documents de cadrage doivent être adaptés pour qu'on puisse avoir des activités sans bétonner les aires non bétonnées et sans augmenter la dépendance à la voiture. Il y a un sujet isolation du patrimoine, enfin gestion du patrimoine bâti, où là aussi les élus locaux peuvent s'en occuper, enfin peuvent jouer un rôle, on va dire. Il y a une question organisation des déplacements, je le disais tout à l'heure, c'est un rôle important. Quand on est dans des communes qui ont une activité agricole, il y a une question de favoriser des modes d'agriculture qui ne dépendent pas de chaînes logistiques très longues, qui aujourd'hui sont l'essentiel des activités agricoles, dépendent de chaînes logistiques très longues, notamment à l'aval. Il y a un sujet adaptation au changement climatique embarqué, parce que quoi qu'on fasse, le climat va changer. Il faut savoir que le climat de 2050 ou de 2100, alors de 2040, il est à peu près écrit avec les émissions passées à cause de l'inertie du système climatique. Et à plus long terme, il va surtout dépendre de la quantité de centrales à charbon qu'il y aura en Chine et très marginalement de ce que va faire la France. Ça ne veut pas dire que la France ne doit rien faire. Je pense qu'on a une opportunité à agir qui est majeure. Mais ça ne va pas dépendre que de nous. Donc il va falloir s'adapter. Une partie des espèces forestières vont mourir. Une partie des modes agricoles ne seront plus adaptés. Il va y avoir moins d'eau dans une bonne partie du pays. Donc il faut aussi s'occuper d'adapter la voirie les systèmes d'adduction d'eau et d'épuration des eaux usées à un climat qui va changer. Enfin voilà, donc il y a un certain nombre de domaines et la première des choses à faire dans la gouvernance, c'est probablement de nommer un premier adjoint en charge de ces sujets. Ce qui j'ai envie de dire, montre qu'on va y passer du temps. Parce qu'au bout du bout, c'est toujours une affaire d'y passer du temps. OK. Il nous reste un petit peu de temps pour cette interview. Comment on fait pour savoir, quand on est élu, si son territoire est vertueux ou ne l'est pas, ou l'est plus ou moins? Comment ça se mesure, ça? Alors, il y a plusieurs batteries d'outils qui sont à la disposition des élus ou n'importe qui pour ça. Sur la partie adaptation au changement climatique, il faut faire je vais commencer par ça, il faut regarder en gros où sont les activités à risque dans un climat qui change. Après, il y a un deuxième sujet qui est, avec un approvisionnement énergétique qui se contracte, il faut voir où sont les activités à risque, parce qu'elles dépendent en pratique d'un flux d'énergie qui est ce qu'il est. Alors, il se trouve qu'au Shift Project, on a lancé un projet qui s'appelle Résilience des territoires, qui va regarder très exactement ça, c'est-à-dire comment on fait pour piloter, quand on est élu local, son avenir dans un monde avec des vents contraires qui vont devenir croissants sur le climat et sur l'énergie. Et sur la partie contribution à la transition, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre dont mon territoire dépend, eh bien là, pour le coup, il y a des batteries d'indicateurs qui existent depuis longtemps, qui s'appellent les empreintes carbone et tous les indicateurs qui y sont associés. Donc en gros, il faut compter. Et la comptabilité qu'il faut avoir est une comptabilité physique distincte de la comptabilité monétaire qui ne nous apprend rien sur le problème à traiter.
Une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez de l'année 2021? Écoutez, j'attends qu'elle se termine. Non, je plaisante. Non, mais 2021 et l'argent qui va arriver, qui est censé arriver, les milliards qui sont censés arriver pour la transition énergétique. Vous savez, à fin 2018, les contribuables français ont déjà payé ou se sont engagés à payer 120 milliards pour planter dans notre pays des éoliennes et des panneaux solaires. Donc l'argent, c'est pas tout. Le problème principal, c'est de bien l'employer. Et pour bien l'employer, il vaut beaucoup mieux mettre moins de milliards au départ dans la formation des cervelles pour qu'encore une fois, on comprenne bien le problème à traiter, parce que sinon, une très bonne manière de se planter, c'est de ne pas comprendre le problème et de taper au hasard. Et c'est malheureusement ce qu'on fait beaucoup trop souvent dans notre pays. Donc, ce que j'attendrai de l'année 2021, si tout se passe bien, c'est qu'on commence déjà par la première marche de l'escalier que j'ai évoquée tout à l'heure. Si à la fin de l'année, une fraction significative des élus avait passé 10 heures à se former correctement à ce que veut dire le changement climatique, ce qu'il y a dans le dossier physique, hein, j'entends bien, pas dans le dossier réglementaire, en quoi est-ce que l'économie dépend de l'énergie et qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir, eh bien, je pense que le pays serait beaucoup mieux armé pour ce qui va se passer demain que si simplement ils ont, ce qui est une bonne chose à faire aussi, mais s'ils ont juste rajouté un repas bio à la cantine. Dit autrement, tant qu'on n'est pas parti à la racine de la compréhension du problème, on bricole à une vitesse qui n'est pas bonne, qui n'est pas la bonne compte tenu des enjeux. Ok, il me reste à vous remercier et puis à vous souhaiter une excellente journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.